Alors, bonjour et bienvenue à ceux qui sont connectés ce matin. Merci pour votre présence. J'espère que vous allez bien. L'idée de cette masterclass, ça va être de balayer tous les items phares en gériatrie. Je sais que c'est une discipline qui n'est pas forcément soit travaillée, soit appréciée des étudiants. Cependant, elle tombe assez fréquemment aux EDN, sous forme soit de dossiers entiers, des dossiers un peu classiques, hein, ça peut être des dossiers de chute, des dossiers de confusion, effectivement la démence aussi qui est assez fréquente et faire l'objet aussi de QCM isolés ou de petits KFP. Donc vraiment l'idée de cette masterclass, ça va être de balayer des questions très importantes qui tombent souvent, qui sont récurrentes et d'aller aussi essayer de comprendre certaines choses pour éviter de tout apprendre par cœur en gériatrie, parce qu'effectivement, il y a des scores, il y a beaucoup de facteurs de risque, mais il y a quelques petits trucs qui peuvent être simplifiés et c'est le but de cette masterclass. Alors, je vais aussi vous solliciter, je pense, sur le chat avec quelques petites questions interactives et donc n'hésitez pas à participer et tout au long de la masterclass à poser vos questions. Ce sera d'autant plus intéressant pour chacun. Alors, le programme, il va être assez vaste. On va balayer à peu près tous les items qui sont présents dans votre collège de gériatrie et on va démarrer tranquillement avec le vieillissement normal. Première question, quels sont les critères de fragilité selon Fried? Diminution de la masse osseuse, diminution de la vitesse de marche, chute répétée, perte de poids involontaire, troubles cognitifs. Je vous laisse répondre sur le chat si vous voulez bien, comme ça. Alors, je vous laisse quelques secondes. Donc, il y a des réponses qui sont partagées. En fait, c'était juste diminution de la vitesse de marche et perte de poids involontaire. Et qu'est-ce qui marque le plus la fragilité parmi ces 5 items? Quel est le critère qui marque le plus la fragilité? Non, ce ne sont pas les chutes, c'est la diminution de la vitesse de marche. En fait, tout ce qui est masse osseuse, donc sous-entendu l'ostéoporose, les chutes répétées ou les troubles cognitifs, ça ne fait pas partie des critères de Fried. Il y a en fait la perte de poids, mais qui doit être involontaire au cours des 12 derniers mois. Il y a la fatigue aussi, l'activité physique, la vitesse de marche et la force de préhension. Et c'est la vitesse de marche qui marque le plus la fragilité. Alors certes, on est dans des rangs B, mais c'est quand même important de connaître ces critères. À partir du moment où vous avez au moins 3 critères, vous êtes dit fragile. Donc perte de poids, alors j'ai déjà vu malheureusement des QCM avec les détails au cours des 12 derniers mois, perte non intentionnelle de plus de 4,5 kg ou plus de 5 du poids. Donc ça, il faut peut-être le savoir si on vous le demande. Et concernant la vitesse, il faut connaître le seuil de 0,8 mètres par seconde. La fatigue, bah, ça reste très subjectif. Si on vous parle de quelqu'un qui est asthénié, par exemple. Et puis, tout ce qui est activité physique, peut-être parfois vous allez voir le terme qui est peut-être pas exact, mais le terme sédentaire, qui peut être compté juste. En tout cas, ça va être des questions sur l'activité du patient qui vont être interrogées aussi par la suite dans l'autonomie sur ses activités au quotidien. Mais ça peut être la marche, faire du jardin aussi, le vélo. Et puis, bien sûr, ce sera stratifié en fonction si on est un homme ou si on est une femme. Et enfin, la force de préhension, on va faire en fait le test hand grip test, qui sera stratifié également en fonction de l'IMC et du sexe, qui va être important. Et puis, on est dit préfragile quand on a un ou 2 critères. Voilà. Alors la fragilité, vous allez me dire, ça sert à quoi? En fait, l'idée, c'est de se projeter dans les 3 ans qui suivent et de se dire que si on a ces critères-là, on sera à risque de décompensation, à risque peut-être d'hospitalisation, de mise en institution, et ça va prédire en fait à elle seule la mortalité et notamment avec la vitesse de marche.
Alors tout au long de cette masterclass, je vous ai, mis des petits moyens mnémotechniques, pour ceux qui ont du mal à se rappeler, des facteurs. Après, libre à vous de les utiliser. Donc voilà, la vitesse de marche qui marque le plus et qui prédit à elle seule la mortalité. Alors l'intérêt aussi de ces critères, c'est de se dire qu'on peut les corriger parce que tous ces critères, finalement, ils peuvent être réversibles et donc on peut agir sur la renutrition, on peut agir, sur l'exercice physique, éventuellement, proposer, des séances de kinésithérapie éventuelles, et la force de préhension en fait partie et la vitesse de marche aussi. Alors, ça, c'est tiré de votre collège. J'ai toujours, mis, les petites icônes quand ça s'y réfère. Pour vous expliquer qu'en fait, la fragilité, c'est un peu au centre, en gériatrie de la décompensation de tous nos grands items, c'est-à-dire chute, confusion, perte d'autonomie et donc en général, c'est pas un phénomène. En fait, on va partir, de facteurs de risque, de facteurs génétiques, mais également de facteurs environnementaux qui vont entraîner tout plein de dommages, que ce soit cellulaires ou moléculaires, qui vont s'accumuler au cours du temps et c'est ça qui va, diminuer les réserves, physiologiques au niveau, du corps. Le vieillissement, rappelez-vous, c'est physiologique. Le vieillissement «normal» entre guillemets. En revanche, il peut exister un vieillissement pathologique. Donc le vieillissement normal, fait que oui, on peut perdre un peu de masse musculaire, avoir un peu de aussi de diminution de la vitesse de marche, mais très modérée avec, tout ce qui est diminution du bâlement des bras, du double appui et cetera. Ça, c'est possible. Cependant, quand on passe du côté de la sarcopénie, c'est-à-dire, par exemple, vraiment de la masse musculaire qui diminue et de la fonction musculaire, hem, on va aboutir à ce qu'on appelle la fragilité par le ralentissement de la vitesse de marche, qui va avoir des conséquences sur, bah, les chutes à répétition, sur des éventuels, syndromes, confusionnels et également la perte d'autonomie, qu'on va évaluer cette fois avec, comme je vous disais des scores. Vous connaissez peut-être ADL pour la dépendance et IADL pour tout ce qui est, instrumental, dans la vie quotidienne. Donc voilà, c'est un phénomène assez complexe et cette fragilité doit être connue et on doit, systématiquement rechercher ces critères chez les patients. Alors un petit mot aussi, tout au long de cette masterclass, je vais en parler, des facteurs. En fait, en gériatrie, il existe des facteurs qui sont dits favorisants et des facteurs qui sont dits, précipitants. Je m'explique. Par exemple, pour la chute, on va avoir des facteurs qui favorisent, c'est-à-dire le terrain de fragilité, les facteurs de risque ou la vulnérabilité à chuter. Donc par exemple, j'ai, des troubles de la marche, je prends plein de médicaments, je ne vois pas très bien et il y a des tapis qui sont mal fixés, dans mon appartement. Et les facteurs précipitants de la chute, à ce moment-là, qu'est-ce qui va déclencher la chute? Qu'est-ce qui va être des facteurs étiologiques? Et bien là, ça va être, qu'est-ce qui a déclenché à l'instant T ma chute? Bah, par exemple, j'ai fait une hypotension parce que, je sais pas, j'avais un traitement antihypertenseur ou, par exemple, heu, je qu'est-ce qui peut m'arriver? Je me suis pris les pieds dans le tapis à l'instant T et je suis tombée, c'est ça qui a précipité ou j'ai bu un peu d'alcool et ça m'a fait chuter. Voilà, alors vous allez me dire, il y a des facteurs qui peuvent être dans les 2 cases, hein. Le la frontière n'est pas si claire que ça parce que, par exemple, les médicaments, ça peut être des facteurs favorisants. Le fait, par exemple, d'avoir une polymédication et c'est un médicament à proprement parler qui m'a fait chuter. Peut-être une benzodiazépine, un antihypertenseur qui était mal, dosé et cetera. Donc voilà pour les facteurs qu'on pourra utiliser aussi pour la confusion, pour la chute, qui, peuvent, être parfois difficiles à discerner, dans une vignette clinique. Alors pour finir sur le vieillissement, je vous avais dit le vieillissement c'est, normal et ça va toucher tous les appareils. Alors moi mon but c'est pas de faire une liste de courses à vous dire tout ce qui se passe,
C'est juste déjà à vous rappeler que, par exemple, sur le système nerveux, on va avoir, parfois une augmentation du temps de réaction, qui peut, par exemple, dans des situations où on est à risque de chute, provoquer et favoriser la chute. On va aussi avoir au niveau de la plante des pieds, heu, une diminution de la sensibilité proprioceptive qui peut favoriser, par exemple, l'instabilité. D'autres particularités, alors ça va être sur d'autres appareils, par exemple appareil urinaire. On sait que la, fonction, glomérulaire va diminuer avec l'âge et dès 50 ans. Donc ça peut avoir aussi des conséquences sur, les médicaments que je vais, donner à mon patient. Il va falloir que je fasse attention à diminuer soit les posologies ou à, écarter les prises pour éviter d'entraîner une accumulation de médicaments ou au contraire de dégrader la fonction rénale. Par exemple, pour les organes sexuels, la ménopause peut entraîner, l'involution de l'utérus, des glandes mammaires. Après, ça n'a pas forcément de grand impact, peut-être, mais parfois si. Avec aussi, tout ce qui peut agir sur, l'appareil urinaire, hein. On a, tous les syndromes liés à la ménopause qui peuvent aussi, entraîner des infections urinaires et cetera. Concernant aussi, l'andropause, qui peut jouer aussi sur, par exemple, la masse musculaire. L'appareil respiratoire, l'appareil digestif, alors ça a plus d'intérêt l'appareil digestif, par exemple pour, l'appétit, parce qu'il peut y avoir des modifications en fait de l'appareil bucco-dentaire, du flux salivaire, donc on a peut-être une bouche plus sèche, chez les personnes qui sont âgées. Concernant aussi, la composition de l'organisme global, on sait qu'en vieillissant, on va avoir une diminution de la masse, musculaire et une augmentation de la masse grasse, en particulier viscérale, abdominale, mais que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, hein. Cette obésité, qui va être plutôt, androïde que gynoïde. Concernant les sens, de façon physiologique, on va avoir, une diminution de l'accommodation, donc la presbytie qui va gêner les patients à la lecture de près. On va avoir la cataracte qui est assez classique, due au vieillissement. Alors, cataracte, c'est une pathologie, mais c'est dû au vieillissement, normal avec opacification, du cristallin. La presbyacousie aussi, diminution de la perte de l'audition. C'est surtout sur les sons aigus et c'est bilatéral et symétrique. La peau et les faneurs, bon, effectivement, peut-être les cheveux qui deviennent gris parce qu'on a une diminution, du nombre de mélanocytes. La peau qui devient plus sèche puisque l'activité des glandes, diminue. Sur l'activité, on va dire de l'appareil locomoteur, pareil, il peut y avoir aussi un rôle à jouer sur la masse musculaire et la force musculaire. L'os, on sait que la densité minérale osseuse va diminuer. C'est pas vraiment de l'ostéoporose en tant que telle, hein, mais il va y avoir une ostéopénie. C'est comme ça, on a le pic de masse osseuse, à l'adolescence, puis après ça ne fera que chuter et surtout chez les femmes, lié à l'effet de la privation des oestrogènes lors de la ménopause. Et le cartilage, donc qui peut, être un facteur en plus, en lien avec l'apparition de l'arthrose, c'est que le contenu en eau, du cartilage va diminuer. Il va y avoir de moins en moins de chondrocytes et comme les chondrocytes, ce sont des cellules qui ne se régénèrent pas toutes seules, eh bien, on aura plus de risques de faire de l'arthrose, d'autant plus s'il y a des altérations en plus associées. Donc voilà, c'était pas pour, vous détailler tout ça, mais pour vous dire que voilà, on peut avoir aussi, tous ces appareils qui vont présenter des vieillissements. J'aimerais faire un petit point sur un vieillissement, particulier, ce qu'on appelle la presbyacousie, parce que j'ai déjà vu des dossiers qui tombent dessus et que la presbyacousie, ça va toucher, la plupart, j'ai envie de dire, des patients. C'est une surdité qui est, de perception, qui est bilatérale et symétrique et qui va concerner surtout les fréquences aiguës. Alors comment ça se manifeste? Je pense qu'on a tous vécu ça avec nos grands-parents peut-être. Des difficultés à comprendre les gens, en fait, dans les situations bruyantes. C'est ce qu'on appelle le signe de la cocktail party. Peut-être que vous connaissez ça. Dans tout ce qui est restaurant, grands magasins, en fait, on va être obligé de faire répéter.
Des difficultés à comprendre, par exemple, dans des repas de famille et cette impression d'avoir les oreilles bouchées ou de souffrir d'acouphènes. Les acouphènes, c'est des sifflements et en général, c'est à type, bilatéral et symétrique, hein. Le patient va se plaindre de ça et ça touche plutôt les fréquences qui sont aiguës, les ultrasons que les patients ne vont pas entendre. Alors, des petits signes qui peuvent vous aider, c'est par exemple si le patient il commence à parler hyper fort, à faire répéter, à bien sûr augmenter le volume de